Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il y a 2 ans, j'ai fait 2 vidéos. Une première vidéo, pourquoi j'ai choisi Fujifilm, et j'avais fait une seconde vidéo, pourquoi j'ai pas choisi Sony, Canon, Nikon, Olympus, etc. Des vidéos qui 2 ans après continuent d'être pas mal commentées et continuent d'être pas mal vues, mais je pensais que dans cette vidéo, c'était peut-être temps de faire une mise à jour un peu de tout ça, et finalement de vous dire comment moi personnellement je conçois le marché de la photo, les constructeurs, et un peu comment je vois l'avenir de ces constructeurs-là. On verra bien si vous êtes d'accord ou pas. Et on va commencer en parlant des tailles de capteurs. Aujourd'hui, on a dans le marché de la photo des compacts avec des capteurs inférieurs à 1 pouce. Tout ce marché-là est en train de disparaître, cannibalisé par tout ce qui est smartphone. Donc voilà, je pense que tout ça, il n'y a quasiment plus aucun budget publicité et il n'y a quasiment plus aucun client. C'est quelque chose qui est en train de disparaître. On a les capteurs 1 pouce qui font un peu de résistance, mais je pense que eux aussi, ils sont voués à disparaître car il n'y a pas assez de différence par rapport au smartphone. On a encore aujourd'hui des modèles avec des capteurs 1 pouce qui permettent soit via des objectifs, donc des bridges, soit des compacts avec des autofocus dingues comme le Sony RX100. Ici, encore une fois, je parle quasiment que de Sony puisque les bridges, c'est le RX10 et le compact, c'est les RX100, les deux c'est chez Sony. Mais à part ces modèles très très spéciaux et qui valent quand même globalement assez cher, c'est une catégorie qui ont du mal à exister vis-à-vis des smartphones et leur seul moyen d'exister, c'est soit en proposant des zooms très très longs, soit en proposant des capacités autofocus que n'ont pas les smartphones, mais généralement c'est au prix d'un encombrement ou d'un prix qui est très très élevé. Bref, c'est des catégories qui ont quand même du mal à exister et où il n'y a pas de grosse concurrence entre les constructeurs sur cette catégorie-là parce qu'il y a un marché qui est extrêmement petit. On arrive rapidement à une taille de capteur de micro 4 tiers. Et là, les micro 4 tiers aussi, c'est une gamme qui a de plus en plus de mal, je pense, à exister. La part de marché est en train de se réduire. Aujourd'hui, elle était disputée par Olympus et Panasonic. Mais on va le voir, ces deux constructeurs qui, je pense, sont un peu en difficulté et notamment tout simplement parce que aujourd'hui, au lieu d'acheter du micro 4 tiers, les gens maintenant vont aller dans de la PSC. Un des grands avantages du micro 4 tiers jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était d'être les seuls à arriver à faire de la stabilisation de dingue, à être les seuls à avoir des fonctions vidéo qui n'existaient pas sur les capteurs plus grands parce que les processeurs étaient pas suffisamment forts. Et maintenant, on arrive à avoir à peu près la même chose que ce que savait faire le micro 4 tiers en vidéo sur de la PSC. Et maintenant, quasiment, on va y arriver, je pense, en 2020, ça va se démocratiser sur du full frame. Et quelque part, ça va diminuer l'intérêt du micro 4 tiers parce que ça va réduire le micro 4 tiers à sa portion la plus congrue de gens qui veulent à tout prix l'appareil photo et l'objectif le plus petit. Et malgré tout, le micro 4 tiers, c'est pas donné. C'est des appareils photo qui sont vendus assez cher et ils sont un peu trop en concurrence, à mon avis, sur de la PSC. Et c'est pourquoi Panasonic, quelque part, a dit on continue le micro 4 tiers, on continue à en acheter, mais bon, on sent bien que la priorité, ça va être sur le full frame. Et on va en parler d'Olympus. Ils n'ont pas l'air en super état. Donc aujourd'hui, le marché de la photo, et je pense qu'il va principalement maintenant se concentrer sur de l'APS-C, sur du plein format et sur du moyen format, parce que c'est sur ces tailles de capteurs-là qu'on va avoir un fossé entre le smartphone et la photo et la vidéo. Donc je pense que voilà, l'avenir du marché de la photo, il est probablement dans ces tailles de capteurs-là. On verra bien. Je ne dis pas du tout que le micro 4 tiers est mort, je dis juste que je pense que son âge d'or est quand même un peu passé et que les parts de marché vont plutôt tendre à diminuer par rapport aux autres tailles de capteurs. Au niveau de la PSC, on a peu de constructeurs qui vont à fond sur la PSC. Vous savez, c'est très difficile de développer des boîtiers APS-C et des lignes APS-C. C'est très difficile de faire tout en même temps. Et les constructeurs qui ont à la fois de l'APS-C et du plein format, ils ont tendance à mettre tout le paquet sur le plein format parce que c'est tout simplement là où ils ont les plus grosses marges et c'est là où ils font du business. Et c'est la force de Fuji. Le fait de ne pas avoir de plein format, quelque part, ils bichonnent l'APS-C qui est vraiment le cœur de leur business et le cœur de leur chiffre d'affaires. Et c'est là où Fuji va proposer des choses que les autres ne peuvent pas proposer parce que ça viendrait tuer finalement leur travail sur le plein format. Et donc, Canon multiplie les boîtiers APS-C. Canon vend beaucoup de boîtiers APS-C, mais n'a toujours tout simplement quasiment pas d'objectifs APS-C et n'en développe que très peu. Et Sony, c'est exactement la même chose. Ils sont en train de multiplier les boîtiers APS-C. Pour autant, la gamme APS-C, elle reste extrêmement réduite. Et ils ont sorti 2 objectifs APS-C là en fin d'année. Mais enfin, ça fait quand même assez léger. Et on voit bien que c'est des constructeurs qui aujourd'hui n'ont pas l'APS-C comme priorité. On voit bien que Sony, aujourd'hui, a eu des boîtiers qui étaient APS-C, qui ont été extrêmement décevants cette fin d'année, qui ne sont même pas au niveau d'un XT3 qui est sorti il y a plus d'1 an.
on voit bien que probablement c'est quand même pas du tout la priorité pour eux de développer de l'APS-C. Donc la bataille aujourd'hui du marché de la photo, elle vient surtout sur le plein format. C'est là où les constructeurs se livrent une guerre féroce, une guerre qui est sur le positionnement, une guerre qui est sur les tarifs, qui est sur les fonctions, qui est sur le découpage de la gamme, qui est sur les objectifs, et ils n'ont pas du tout la même stratégie les uns avec les autres. Et on va regarder ça un peu plus en détail à partir de maintenant. Le premier dont je veux parler, c'est évidemment Fuji. Fuji, je pense qu'ils ont un positionnement qui est toujours aujourd'hui extrêmement intéressant et qui va leur permettre encore d'évoluer. C'est-à-dire que Fuji est vraiment aujourd'hui le haut de gamme de la PSC. C'est un positionnement hyper malin. On a toujours aujourd'hui de plus en plus de photographes professionnels qui disent, et on a vu en fin d'année Thomas Eaton, hein, un photographe YouTuber qui est quand même très célèbre, qui fait du paysage, qui a laissé tomber son 5D Mark IV, qui a pris un Fuji X-T3 pour aller au Népal et qui finalement conclut que il ne voit aucune différence entre son X-T3 et son 5D Mark IV. C'est quand même, ça veut dire quand même beaucoup. Hein. Ces gens-là, c'est des gens qui sont habitués à du matériel professionnel, qui sont exigeants. Et on voit de plus en plus de témoignages de gens qui laissent tomber le full frame, qui continuent avec l'APS-C et qui sont extrêmement contents de la qualité que délivre leur APS-C. Donc moi, je pense vraiment que Fuji continue d'avoir fait le bon choix de faire de l'APS-C haut de gamme. Et pour moi, c'est toujours aujourd'hui une excellente solution à qui veut faire des petits compromis qui vraiment vont lui permettre d'avoir un matériel plus léger, de payer moins cher, mais d'avoir des performances qui sont quasiment dignes des full frame. De l'autre côté, Fuji a fait le choix d'enjamber le full frame pour faire du moyen format. Et là aussi, je pense que c'est un choix méga intelligent de la part de Fuji. Tout simplement parce que je vois là aussi beaucoup de professionnels partir sur du moyen format. Des professionnels qui se disent, je vais avoir avec le moyen format plus de définition, puisque maintenant on est à 100 mégapixels, mais aussi plus de dynamique, etc. Et je trouve hyper malin de la part de Fuji de développer des moyens formats comme ça, des boîtiers, qui demain vont vraiment faire de l'ombre au plein format. Et quelque part, ils ne sont pas dans la guerre du plein format, mais ils sont juste avant et ils sont juste après et ils n'ont pas de concurrence. Et pour moi, c'est probablement aujourd'hui la meilleure stratégie sur le marché, c'est celle de Fuji. Moi, j'y crois vraiment à fond aujourd'hui à ce que fait Fuji. Donc en plus, je pense que c'est vraiment un avantage d'avoir Viltrox qui va venir fabriquer une gamme d'objectifs tiers qui va offrir aux fugistes des solutions à bas coût, à 1.4. Vraiment, ça va être une bonne ajout pour les Fuji. Pour moi, voilà, moi je ne suis pas spécialement inquiet sur l'avenir de Fuji. Je pense que là, maintenant, ils vont mettre la stabilisation sur le capteur. J'ai aucune source, mais ça me paraît couler de source. Et je pense que voilà, ça va vraiment leur permettre de devenir aussi bien des appareils photo que vidéo et finalement de s'installer là-dedans. J'espère vraiment que Fuji a prévu de développer une gamme d'objectifs 1.4 avec un bon autofocus parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le point faible de la marque, je pense. C'est finalement de ne pas avoir une gamme d'objectifs 1.4 dont l'autofocus permet de tout faire comme c'est le cas sur les autres marques. Chez Fuji, c'est des objectifs qui sont un peu trop vieux à mon goût et qui nécessitent aujourd'hui une seconde version et là, Fuji sera vraiment au top. Chez Sony, je suis un peu plus interrogatif, on va dire. C'est-à-dire que Sony a été les premiers à arriver sur l'hybride. Ça leur a permis de développer une gamme avant tout le monde, d'avoir un avantage, de prendre beaucoup d'avance sur tout le monde. Mais aujourd'hui, il faut voir si Sony va être capable de rivaliser finalement avec Canon et Nikon, qui quelque part ont grignoté de plus en plus l'avance de Sony. Et aujourd'hui, Sony garde un peu d'avance, mais il est de plus en plus fin cette avance. Et surtout, je pense que Sony a une monture quelque part d'ancienne génération. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire une monture qui n'avait pas forcément prévu les usages de l'hybride, la montée de définition des capteurs. Et il va falloir voir si Sony, avec sa petite monture, vous savez, il y a des rumeurs qui disent que la monture des appareils photo Sony, elle était prévue pour de la PSC, qu'ils l'ont utilisée pour du plein format. Et aujourd'hui, il faut voir si cette monture-là va permettre d'avoir la même stabilisation aussi efficace que sur les autres capteurs, le même piqué, la même homogénéité, c'est-à-dire le piqué sur les bords, d'avoir des objectifs qui vont être suffisamment lumineux par rapport aux autres. Aujourd'hui, c'est des questions où pour l'instant, c'est des points d'interrogation. Personne ne dit que Sony ne va pas y arriver. Sony est habitué à nous montrer que l'impossible est possible avec eux. Donc, il ne faut surtout pas dire qu'ils sont morts, mais il va falloir voir un peu comment Sony va être capable de réagir. Ou est-ce que Sony va stagner? Parce que c'est vrai que l'année 2019 pour Sony, ça a été un peu de la stagnation. C'est-à-dire qu'on a vu un A9 II
qui étaient bons, mais qui n'étaient pas aussi révolutionnaires que ceux dont on a l'habitude. Et surtout, on a vu Sony ne pas sortir l'A7S3, qui devient presque un gag tant les gens l'attendent. Et finalement, on voit les autres constructeurs qui de plus en plus se lancent dans la vidéo avec des fonctionnalités avancées. Visiblement, Sony n'arrive pas à le sortir. Donc, quelque part, il va falloir voir si Sony est capable de réagir et est capable de, finalement, d'affronter la concurrence que offrent Canon et Nikon qui, eux, ont une monture nouvelle génération, des montures qui sont très larges. Et ces montures très larges, elles permettent d'avoir des objectifs plus lumineux, d'avoir des objectifs avec un meilleur piqué, d'avoir des objectifs qui vont plus facilement donner de la haute résolution, d'avoir des objectifs qui, voilà, tout simplement vous permet aussi d'avoir une meilleure stabilisation parce que le capteur, il peut bouger un tout petit peu plus et on a la possibilité de, puisque la monture est plus grande, de mettre des stabilisations plus efficaces. Et quelque part, il va falloir voir si Sony ne va pas se retrouver enfermé dans cette monture-là. Et je pense que l'année 2020 et 2021 va venir répondre à cette question-là parce que si c'est le cas, il va falloir voir comment Sony peut réagir. Aujourd'hui, c'est vrai que Sony a été le premier à arriver, mais est aussi le premier à avoir des objectifs qui vieillissent. Je viens de le dire de la part de Fuji. Fuji a toute une gamme d'objectifs qui date de 2012, 2013, 2014, qui aujourd'hui n'est pas aussi réactif qu'il faudrait avec l'autofocus. C'est un peu le cas aussi chez Sony. Chez Sony, ce n'est pas forcément l'autofocus, mais on va dire que c'est des objectifs qui, on sent, n'ont pas été faits pour du 61 millions de pixels. Et la majorité des objectifs qui sont sortis à ce moment-là, aujourd'hui, elles ont du mal à suivre avec les nouvelles résolutions de capteurs et avec les nouveaux mécanismes d'autofocus qui vont extrêmement vite. Et donc, il va falloir voir un peu comment Sony va évoluer. Est-ce qu'eux aussi vont se lancer dans des deuxièmes versions d'objectifs? Est-ce que, pourquoi pas, Sony se lancerait dans une nouvelle monture d'appareil photo? Je ne sais pas quel choix ils vont faire, mais clairement, l'année va être vraiment intéressante pour Sony parce que l'année des autres constructeurs s'annonce très riche. Et le troisième constructeur dont j'ai envie de parler, c'est Canon. Canon, aujourd'hui, ils ont eu une stratégie qui n'a pas été comprise au début. Ils sont arrivés avec un Canon EOS R qui s'est fait massacrer par les critiques lorsqu'il est arrivé, tout simplement parce qu'il ne répondait pas du tout, il n'était pas au niveau du marché, l'autofocus était très moyen, un seul port slot, pas de joystick, bref, beaucoup de choses à lui reprocher, une rafale qui est famélique à 3 images par seconde si vous vous mettez en AI servo, tout ça pour dire que voilà, c'était pas au niveau des standards du marché, et en fait Canon avait une stratégie qui était de développer d'abord les objectifs, d'avoir une gamme d'objectifs extrêmement qualitatifs, et Canon a frappé fort avec des zooms en f2, des zooms hyper qualitatifs, un 85 1.2 dont tout le monde parle en photo, qui lui aussi offre une qualité dingue, et c'est là où on voit que la nouvelle monture plus large permet des objectifs qui étaient impossibles, et on va voir si ces objectifs-là, ils ne vont pas rester une exclusivité de ces constructeurs-là, parce que Sony, avec sa petite monture, n'est peut-être tout simplement pas capable de les faire. En tout cas, Canon développe une nouvelle gamme d'objectifs qui est vraiment ultra qualitative, aussi bien capable d'être très rapide en mise au point, mais d'être capable d'offrir une homogénéité qui n'a été jamais vue jusqu'à là, un piqué qui n'a été quasiment jamais vu jusqu'à là. Ils viennent de s'offrir le luxe de faire un 70-200 30% plus petit et plus léger que les 70-200 qu'on a l'habitude, sans faire quasiment aucun compromis, et ça aussi c'est quand même une nouveauté, il est vraiment plébiscité par la critique ce 70-200, et il commence à avoir de plus en plus d'objectifs, de plus en plus intéressants, et aujourd'hui finalement il leur manque plus que des boîtiers qui vont avec ces objectifs-là, et ça tombe bien parce que les rumeurs de Canon disent que Canon va débarquer avec un 75 millions de pixels rapidement là, dès le mois de février, et va débarquer avec un Canon EOS R2, qui lui aussi va mettre à jour le boîtier probablement pour être aux alentours d'un A7R3, un 7 Et donc effectivement, je pense que Canon, l'avenir de Canon en 2020 et en 2021, je pense personnellement, va être plutôt radieux, d'autant plus que Canon est en train d'affronter ces démons qui limitent sans arrêt la vidéo, on limite, on ne met pas la 4K. On a l'impression que Canon a changé sa stratégie, on l'a vu avec les dernières sorties, et je pense que Canon va enfin venir offrir des possibilités vidéo aussi dans ses boîtiers, et avec la gamme d'objectifs qu'ils ont déjà créés, ça peut faire très mal sur le marché, et ils peuvent devenir, je pense, la nouvelle référence. En tout cas, voilà, pour moi, tous les voyants sont ouverts chez Canon. Chez Nikon,
la situation est plus compliquée. Nikon a eu du mal à convaincre avec son Z6 et son Z7. Alors, il faut faire attention, hein, la France n'est pas forcément représentative du monde entier. En France, Nikon est numéro 1 sur le plein format. Le Z6 se vend très très bien. Il est proposé à un bon niveau de tarif. Pour autant, il a eu du mal à convaincre dans le monde entier et les ventes de Nikon sont vraiment pas terribles. Les gens ont été moins convaincus par les dernières sorties des objectifs. Attention, le 24-70 f2.8, etc. Il y a eu des excellents objectifs chez Nikon, mais disons qu'ils ont un peu moins été plébiscités que ceux qu'il y a eu chez Canon. On a des objectifs aussi qui sont un peu plus grand public, avec un peu plus de compromis chez Nikon. Et la roadmap actuelle prévoit toujours pas d'objectif 1.4, ni 1.2 d'ailleurs. Ils ont fait le choix de sortir un objectif à 10 000 € en 0,95 sans autofocus dont tout le monde se fout, mais la roadmap inclut aucun 1.4 et la roadmap convainc tout simplement un peu moins que celle de Canon. Donc il va falloir voir, en plus ils ont fait le choix, contrairement à Canon, de sortir directement un Z6 et un Z7. Donc quelque part ils sont un peu coincés parce que c'est un peu tôt pour renouveler leur boîtier. Donc on va voir comment Nikon finalement peut réagir, hein, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que Canon a fait une mise à jour de son appareil photo qui a rendu l'autofocus. L'autofocus, il est passé de vraiment pas terrible à quasiment aussi bon que Sony en une seule mise à jour. Et ça, Canon a montré que ça y est, ils avaient récupéré leur retard en autofocus et qu'ils en étaient capables. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle, chose que n'a pas été capable de faire Nikon. Nikon a un autofocus qui est moyen, on va dire, par rapport à Sony sur le Z6 et sur le Z7, et ils n'ont pas été capables de faire une mise à jour qui vraiment les a amenés à un autre niveau. Ils ont fait une mise à jour, mais ça a été moins impressionnant quand même que chez Canon. Donc voilà, tout ça pour dire que Nikon, il a pas mal de challenges. Il a un Z6 et un Z7 qu'il est un peu tôt déjà pour renouveler, mais qui ne se vendent pas si bien que ça. Il a une roadmap d'objectifs qui me paraît moins séduisante que la roadmap d'objectifs des autres constructeurs. Et il a une situation économique qui n'est pas très favorable, hein. Les ventes de Nikon sont vraiment en berne. Et Nikon est en train de se demander s'il ne va pas falloir commencer à restructurer ou à ralentir. Donc il va falloir voir un peu comment ils absorbent un peu tout ça, Nikon. Ça va être aussi intéressant, hein. Nikon fait, contrairement à Canon, le choix de faire beaucoup plus de vidéos par contre. C'est-à-dire que là, ils viennent de sortir le ProRes, donc ils ont la possibilité de travailler avec un Atomos et d'être capable de faire du RAW en vidéo. Donc ça va être aussi quelque chose qui va être intéressant chez Nikon, hein. Mais voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, c'est des choix via des accessoires, tout ne se fait pas dans le boîtier. Il faut voir s'ils rencontrent l'adhésion du public ou pas, hein. Moi, je leur souhaite le meilleur à Nikon, hein. Je dis juste, leur situation aujourd'hui est un peu moins favorable pour l'instant que celle de Canon, notamment économiquement. On voit qu'ils ont un peu de mal. Et pour finir, on va parler de Panasonic et d'Olympus. Panasonic, eux, ils ont fait le choix un peu de continuer à travailler sur le micro 4 tiers, mais de développer une nouvelle gamme. Aujourd'hui, cette nouvelle gamme, avec le S1, le S1R et le S1H, elle a un peu de mal à se développer. Elle rencontre tout simplement pas son public, c'est-à-dire que personne ne les achète. Aujourd'hui, ils développent des boîtiers, mais le fait est que les ventes sont extrêmement faibles. Et quand on sait les coûts en développement que ça procure de développer une nouvelle gamme d'objectifs, des nouveaux boîtiers, ben quelque part, on peut se demander jusqu'à quand Panasonic va pouvoir tenir s'ils n'arrivent pas à convaincre un peu plus de gens d'acheter leur boîtier. Donc, ils ont fait des choix qui sont extrêmes, Panasonic. Ils sont arrivés avec des tanks au niveau des boîtiers et un autofocus qui est toujours aussi nul que celui du micro 4 tiers. Et ça, c'est probablement quelque chose qui constitue un énorme frein et probablement une erreur stratégique de la part de Panasonic qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas vers Panasonic parce que l'autofocus est tout simplement pas assez bon. Et le S1H est un appareil vidéo dingue, mais il est très cher et il pèse le poids d'un âne mort. Et il faut voir aussi si finalement, il rencontre son marché, cet appareil photo. Panasonic, la situation financière n'est pas non plus extraordinaire, hein. Panasonic est en difficulté. Il est en train de vendre notamment toute son industrie de semi-conducteurs. C'est cette industrie-là qui fabrique des capteurs. Donc, il faut voir si, là aussi, c'est un peu difficile chez Panasonic. Et il va falloir voir si, sur le long terme, ils arrivent à tenir ou si, à un moment donné, ils vont pas être tout simplement obligés d'arrêter les frais et de dire stop. Olympus, la situation est encore plus critique, puisque là, Olympus, ils sont restés chez le micro 4 tiers. Visiblement, il ne se passe plus grand-chose. Leur dernier boîtier est un flop immense. Il était super, ce boîtier, il était génial, mais il n'a pas du tout rencontré son public. Et ce qui est quand même important pour les industriels, c'est de vendre leurs produits. Ici, Olympus n'a pas réussi à vendre son produit. Et surtout, Olympus, il y a des rumeurs comme quoi, tout simplement, c'est la fin. Et je ne sais pas si ça va s'avérer vrai ou pas.
mais il commence à y avoir vraiment de plus en plus de rumeurs. Ils font des démentis de leurs démentis de leurs démentis. Même les exécutifs chez eux ne disent pas la même chose et on peut quand même être très très inquiet pour Olympus, hein. Olympus a essayé de rassurer en disant on va sortir des objectifs en 2020, mais il va falloir voir si ce n'est pas les derniers objectifs, hein. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a déjà pas mal de managers qui ont été licenciés, que les équipes travaillent plus sur rien et que globalement d'ici 6 mois ça va s'arrêter totalement. Ces rumeurs-là, elles continuent de perdurer et elles viennent directement d'employés qui travaillent chez Olympus. Donc il va falloir voir, en tout cas la situation a l'air très très difficile chez Olympus. Et il faut voir, je pense que le micro 4 tiers, c'est vrai, n'est pas forcément l'avenir et il faut que Olympus évolue et propose de nouvelles choses parce que sinon il risque de mourir peut-être avec le micro 4 tiers si le micro 4 tiers vient à décliner et c'est un peu le cas quand même. Ça décline de plus en plus aujourd'hui le micro 4 tiers. Donc je ne parle pas d'autres constructeurs parce que je pense que j'ai évoqué les constructeurs majeurs. La situation du marché de la photo, elle va être intéressante. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation où le marché de la photo se réduit de plus en plus. La taille du gâteau est de plus en plus étroite et donc il n'y aura pas forcément du gâteau pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis que Fuji qui a fait le choix d'avoir aucune concurrence, c'est un choix méga astucieux. Ils sont moins chers ou plus chers que les autres. Ils sont moins chers pour le grand public, plus chers pour les professionnels, mais ils ont une offre différente qui font qu'ils sont un peu uniques sur le marché. Sony, il faut voir comment ils vont arriver à affronter Canon et Nikon qui arrivent avec des nouveaux objectifs, des nouvelles montures et des nouveaux boîtiers qui va quand même leur donner un avantage. Donc il va falloir voir comment Sony relève ça. Nikon, il va falloir voir s'ils arrivent à redresser la barre. Panasonic et Olympus, c'est à mon avis une situation un peu critique des deux côtés. J'espère que vous partagez un peu mon analyse de la photo. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel constructeur vous paraît le plus intéressant? Quel constructeur vous paraît le plus en danger, hein? C'est quelque chose qui est ouvert, hein. Tout ça, c'est de l'actualité et on verra bien comment ça évolue. Moi, je vous ai partagé un peu ma vision des constructeurs photo à la fin, en début d'année 2020. On verra bien qu'est-ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!